pour faire la liaison avec Agnès, l'idée de la présentation de ces cas, donc c'est pas l'idée de faire des cas cliniques, c'est vraiment vous motiver à poster et à proposer du génome à vos patients parce qu'on a des beaux résultats et ça fonctionne. Vous allez voir après, on a les MOOC qui présentent et en CAP, on a quand même un peu de retard. Donc si on veut les rattraper, il va falloir dépoter les gars. Donc voilà. Donc déjà, je voulais vous montrer que dans le XLH, le génome, ça marche. Donc je vous dis, je ne vais pas faire des présentations de cas exceptionnelles. Hein. Donc cette première famille, donc vous voyez, il y a eu 2 cas de XLH prouvés biologiquement et radiologiquement. Les panels étaient négatifs et quand on a fait un génome, donc dans ce premier cas, on a trouvé une inversion des exons 2 et 3 du gène FEX. Donc là, c'est un joli schéma par nos biologistes qui montrait que du coup, FEX ne fonctionnait pas chez ce premier cas. Deuxième famille, donc là, vous voyez une très large famille de XLH. Toujours pareil, panel négatif. Et dans ce cadre-là, on a trouvé une mutation intronique dans l'intron 9 de FEX. Donc encore une fois, ça fonctionne. Troisième cas, encore une grande famille de XLH. Panel toujours négatif. Encore un variant intronique de FEX. Quatrième cas, en fait finalement celui-là c'était notre premier cas, mais je vais le présenter en dernier. Donc une jeune fille avec un XLH, mutation FEX négatif. Et c'est pour ça que Agnès vous parlait que maintenant on fait toujours des karyotypes, puisqu'on a trouvé qu'il y avait une translocation réciproque entre le chromosome X et le chromosome 22 chez cette jeune fille. Et donc ça, c'est des jolies images de Laurence qui a effectué après tout ce qui est biomoléculaire. Et donc vous voyez bien cette translocation. Et finalement, on aurait pu faire le diagnostic chez cette jeune fille juste avec un karyotype. Donc vous voyez là, je vous ai présenté les 4 cas de XLH dont on a les résultats aujourd'hui et chez qui on n'avait pas d'explication biomoléculaire. Et donc on est à 100% de réussite avec le génome de découverte des mutations. Donc si vous avez des XLH sans mutation, envoyez-les, ça marche, c'est génial et ça nous motive bien. Des petites images encore de fiches et de peintures chromosomiques pour cette petite Zoé. Dans l'hypoparathyroïdie, on a aussi des bons résultats. Je voulais vous présenter les 2 positifs. Donc, le premier cas, c'est Sydney qui avait une forme syndromique avec une hypopara, une hypoacousie et puis des anomalies rénales. Donc, la biologie est concordante. Dans l'histoire familiale, pas grand-chose. CGHRE normal, panel CAP normal. Et encore une fois, on a trouvé une translocation des nouveaux chez cette patiente et qui allait interrompre une région importante pour l'expression de GATA3. Donc ça, c'est Lucie qui nous a fait toutes ces études. Lucie, est-ce qu'elle est dans la salle et est-ce qu'elle veut commenter ? Non, je ne la vois pas. Enfin bon, voilà, juste on voit cette translocation. Et je vais passer sur cette image-là parce que j'y comprends rien du tout. Et c'était plutôt à Lucie de proposer. En tout cas, on est en train d'étudier entre cette translocation et le point de cassure. Non, il n'y a pas de déséquilibre et ça casse en fait les régions régulatrices de GATA3. Il n'y a pas de perte de matériel. Non, sur la CGHRE, il n'y a pas de perte de matériel. Comme il n'y a pas de perte de matériel, la CGHRE est strictement normale. Et encore une fois, si on avait fait un karyotype, en fait, on se serait rendu compte de cette anomalie. Le dernier cas, pareil, hypopara dans une large famille avec une CGH normale et un panel normal. Et donc là, on a trouvé une petite délétion dans l'exon 7 de KSR. Je ne sais pas si, Maureen, tu veux discuter les résultats du panel. Non, j'ai juste préparé 2 petites diapos pour montrer, parce qu'on avait fait un panel de gènes dont CASR. Et on n'a pas vu cette petite délétion. Alors, je vais peut-être venir si elle sourit. Voilà, donc c'est ici où on voit donc en haut c'est notre patiente qui a la délétion qu'on voit ici, et ça c'est un patient normal où il n'y a pas cette petite cassure à ce niveau-là, mais c'est très difficile à identifier. Je ne sais pas pour les non-biologistes si vous avez une petite idée.
Parce qu'en fait, c'est très dépendant de la qualité de la séquence. Là, on voit également une cassure, mais qui est totalement artefactuelle. Donc on n'aurait rien vu. Et tu peux passer à Non, c'est toi qui as. Ah, c'est moi. Et en fait, là, c'est juste beaucoup de chiffres, mais pour vous montrer comment on analyse les CNV sur notre NGS, où on regarde les rapports qui sont en général autour de 1 quand le patient est hétérozygote et a bien deux copies de la région. Et à ce niveau-là, on était à quasiment 0,8, alors qu'on s'attend plutôt à être autour de 0,5 quand il y a une délétion hétérozygote. Donc là, on est passé à côté, et même a posteriori, en connaissant les résultats, on serait toujours passé à côté. Merci beaucoup. Donc j'en profite pour que tout le monde rencontre Maureen, qui vient de nous rejoindre pour la partie laboratoire. Donc voilà, en conclusion, ça fonctionne le génome, on a vraiment des bons résultats. Donc il faut présenter en RCP, il faut envoyer les familles. Ça se fait quand même de mieux en mieux. Et vraiment pour les XLH, on a 100% de réussite. Donc voilà, on vous attend à la RCP. Merci beaucoup, Barbara. Et Agnès, du coup. Donc maintenant, pour la partie mock, Valérie Cormier-Der et Sophie Rondeau. Et on aura le temps pour quelques questions après les interventions. Donc, merci de nous donner l'opportunité de faire un petit bilan sur la préindication maladie osseuse constitutionnelle qui date de janvier 2019. Et donc, on va présenter en duo avec Sophie Rondeau. Alors, un petit rappel que vous connaissez tous. Donc, la France est divisée en deux, avec d'une part Sequoia plutôt vers le nord et Oragen vers le sud. Et pour ce qu'il en est des correspondants des deux préindications, pour Sequoia, c'est Sophie Rondeau et moi-même. Et pour Oragen, c'est Sabine Sicodi et Massimiliano Rossi que j'ai vu. Et je remercie Massimiliano pour les diapositives qu'il nous a confiées. Et Massimiliano, n'hésite pas à intervenir. Notre préindication est effectivement extrêmement large, puisqu'on a essayé de tout inclure sous le libellé critères d'inclusion des patients, atteinte épiphysaire et ou métaphysaire et ou vertébrale, fragilité osseuse par baisse de densité osseuse, atteinte lithique ou condensante ou prolifération anarchique des tissus cartilagineux et osseux, et dysostose. Et dans dysostose, on met craniosténose, anomalie de segmentation vertébrale, anomalie des rotules, anomalie des extrémités par exemple. Donc on a les 436 maladies osseuses constitutionnelles de la nosologie. Un petit mot sur la stratégie qui évolue quand même un petit peu au fil de l'eau. Donc on a au départ établi que si on avait un diagnostic clinico-radiologique typique, on partait sur un panel ciblé en première intention et on a 3 panels ciblés, un panel fragilité osseuse de 30 gènes, un panel maladie lithique condensante et prolifération d'une 30aine de gènes et un panel chondrodysplasie de 130 gènes. Et puis, on a également la possibilité, dans des situations d'urgence, d'avoir accès à de l'exome en routine, en particulier dans le cadre du diagnostic anténatal et dans les circonstances de réanimation néonatale. Donc, le whole genome, il a une position un petit peu à part. Donc, c'est vraiment une discussion au cas par cas pour essayer d'être le plus efficace possible. Et ce n'est évidemment pas le whole genome qu'on attendra dans des circonstances urgentes. Et donc, on a également réservé le whole genome en première intention dans des tableaux radiocliniques atypiques, donc sans diagnostic évident, avec, par exemple, des insuffisances staturales, avec quelques signes osseux mineurs, en espérant avoir un meilleur rendement. On a le plus souvent également, avant le whole genome, demandé une CGHRE, on pourrait peut-être le rajouter, parce que c'est vrai que c'est un des éléments qui n'est pas important en même temps que le panel ciblé, bien que maintenant le whole genome réponde à beaucoup de questions. On a une RCP, bien évidemment, d'amont, qui est une RCP nationale qui a lieu le premier mercredi du mois jusqu'à présent grâce à Chers Confrères à 15h et on inclut à la fois les patients d'Oragen et de Sequoia, donc avec Massimiliano Rossi et Sabine Sicodi d'une part et avec Sophie et moi puis l'ensemble de l'équipe du CRM RMOC d'autre part. Donc c'est évidemment en visioconférence et on va voir comment on s'organise très prochainement pour la suite. Alors pour le circuit de l'e-prescription, je voudrais remercier la filière et Barbara
pour son aide dans le circuit, parce que c'est vrai que ça nous a permis de beaucoup fluidifier le circuit qui est quand même très lourd. On a du mal à prélever le trio en consultation quand on a décidé de faire un whole génome, et c'est vrai que Barbara recontacte les familles et les reconvoque, et c'est d'une aide précieuse parce qu'on est libéré de cette partie du circuit, et en particulier l'explication des consentements qui est très importante, avec la partie recherche à expliquer, la partie des données incidentales. Donc c'est du temps, et c'est vrai que le rôle des assistantes de prescription et des conseillères en génétique est très important. Donc les deux laboratoires, vous savez que Auragen est situé à Lyon, Grenoble, et Sequoia à Broussais et Picpus. Et puis les biologistes, alors peut-être qu'on se trompe pour Auragen, mais on a mis Renaud Touraine et Isabelle Crévaux, je ne sais pas si c'est ça. Pour Sequoia, on a une équipe assez conséquente, et on a ici des expertises spécifiques. Je peux citer Corinne pour les craniosténoses, qui est vraiment l'experte des cranioscléroses, Céline Gaucher pour la dent, Fabienne Escande et Perrine Brunel pour les anomalies des extrémités de l'île, et c'est d'un vrai apport, puisque ce sont des expertises très complémentaires. Et pour les RCP, donc on a RCP d'aval, réunion bimensuelle entre les biologistes de Sequoia, et puis une réunion de restitution qui est très intéressante, trimestrielle biologiste et clinicien Auragen et Sequoia, et la prochaine est mardi prochain. Et c'est vraiment une source de satisfaction de voir que grâce au whole genome, on résolu des cas après panel ciblé en particulier. Voilà. Donc voilà le bilan de l'activité MOC, Auragen et Sequoia depuis le début du plan. Donc pour ce qui est des prélèvements reçus, en total sur l'ensemble de la France, il y en a eu 537, 129 à Auragen et 408 à Sequoia. Les plateformes ont séquencé 488 génomes, 95 à Auragen et 393 à Sequoia. Et pour ce qui est des rendus, au total 309, 78 à Auragen et 231 à Sequoia. Donc on a encore une petite marge pour les rendus, mais c'est compliqué. Donc un petit point général sur les résultats. On a un rendement autour de 30 à 40%. Donc il y a encore beaucoup de résultats négatifs. Et donc parmi les 70 résultats positifs de Sequoia, on a eu 60 mutations classiques, on va dire, 3 dossiers avec des mutations introniques profondes, 4 avec des variantes de structure. On a eu un double diagnostic, ce qui est un bon apport du génome, et 2 mutations qui n'expliquent pas tout le phénotype du patient. Et on a également 23 variantes de signification inconnues, ce qui n'est pas rien. Et parmi ceux-là, il y a 2 potentiels nouveaux gènes qui sont en cours d'exploration. Et donc à Auragen, il y a en total donc 29 positifs plus variant de signification inconnue, dont un variant de structure. On va vous présenter 3 petits cas cliniques pour vous montrer l'apport du génome par rapport aux autres techniques. Alors, le premier cas clinique, c'était un patient de Geneviève qui, pour nous, évoquait un phénotype qu'on avait publié assez récemment. Donc, c'est un jeune garçon qui a un retard statural, qui a une déformation des membres inférieurs avec un génuvalgome, une scoliose. Sur le plan radiologique, on va le voir, une dysplasie spondylo-épimétaphysaire, mais également une ostéoporose. Et il a une amélogenèse imparfaite. Et donc l'association amélogenèse imparfaite et cette dysplasie osseuse nous avait fait évoquer le cadre des anomalies de SLC10A7 qu'on a publié dans des tableaux de dislocation multiples avec amélogenèse imparfaite. Et on a également quelques observations beaucoup plus modérées que des dislocations multiples. On se rend compte que lorsque le diagnostic est fait plus tardivement chez des adultes jeunes ou chez des adolescents, évidemment on ne voit plus les luxations. Et on a une insuffisance staturale avec déformation et ce signe d'amélogenèse imparfaite et surtout une fragilité osseuse avec une forme d'ostéoporose. Donc on était assez convaincus et contents d'avoir un autre patient SLC10A7. Voilà les radios, donc c'est dysplasie spondylo-épiméta, dysplasie épiphysaire que vous voyez très bien sur la radio du bassin. Normalement, chez le plus jeune, on a une avance de maturation des points carpiens, mais qui évidemment disparaît à l'âge adulte. Donc c'est un signe qui est important qui disparaît. Une petite plastispondylie, et puis des atteintes métaphysaires. Un tableau radiologique finalement assez subtil, mais une insuffisance staturale conséquente, et puis l'amélogenèse imparfaite. Et malheureusement, le NGS-MOC ne met en évidence qu'un variant SLC10A7.
Voilà, on avait donc un variant hétérozygote, sachant que c'est une maladie à transmission autosomique récessive, un variant dans l'intron 6, mais proche de l'exon. Et donc, on est parti sur le génome avec l'idée de trouver un variant en regard dans le même gène. Ce qui a été le cas, puisque donc, on a bien retrouvé dans le génome ce premier variant, et on a retrouvé un variant intronique profond en plus 29 544. En trans, donc bien hétérozygote composite, un variant qui pourrait avoir un effet sur l'épissage, donc on va aller plus loin sur l'étude d'ARN. Voilà, donc ça c'était la publication Princeps par l'équipe de Valérie, avec ici les radios. Donc la deuxième observation est celle d'une jeune fille qui est adressée par les ORL pour l'association d'une fente palatine, d'une anomalie des pavillons des oreilles que vous allez voir, d'un raccourcissement des extrémités, mais surtout d'une macrocéphalie, avec surdité, paralysie faciale et strabisme. Voilà la morphologie. Donc on voit qu'il y a une paralysie faciale asymétrique, une surdité avec l'appareillage auditif, une relative macrocéphalie et un hypertellorisme, des extrémités un petit peu courtes. Et sur le plan radiologique, elle a des stries, qu'on voit très bien, des stries métaphysaires, mais elle a également une condensation de la voûte du crâne. Et sur le plan clinique, elle évoquait le diagnostic d'ostéopathie striée avec craniosclérose en rapport avec une anomalie du gène AMER1. Il a bénéficié du panel NGS lisse condensation prolifération à Necker et c'était négatif. Alors qu'il y a le gène AMER1 bien sûr, donc on était étonnés. Et le génome a montré, donc vous revoyez les mêmes genres d'images que tout à l'heure. Ah non, c'est pas ça du tout. Comment on pointe là ? C'est ça. Donc là, vous voyez, en fait, ici c'est la profondeur de séquençage, et donc chez ce cas index et chez ses parents. Et on voit un décrochage avec la moitié de profondeur, donc on suspecte une perte de la moitié, donc une perte hétérozygote de toute cette partie-là, encadrée en rouge. Et il se trouve que dans cette partie-là, il y a la région 5' UTR de AMER1 avec l'exon 1 non codant, donc une délétion hétérozygote de novo de ce gène, de l'exon 1, et ce qui avait été décrit en 2020 chez 2 patients, enfin dans 2 familles avec la même délétion de l'exon 1. Et dernière observation, cette fois c'est un fœtus donc, de Tania Attier. Donc fœtus masculin interrompu à 25 semaines d'aménorrhée pour une ectrodactylie des 4 extrémités que vous allez voir, avec dysmorphie faciale, donc micro-rétrognatisme, des oreilles asymétriques mal ourlées, des anomalies de la lèvre supérieure, avec une CGHRE bien évidemment qui est normale. Donc voici la morphologie avec essentiellement des oreilles asymétriques mal ourlées, basculées en arrière, mais également une dysmorphie faciale avec une toute petite bouche et 2 petites encoches paramédianes au niveau de la lèvre supérieure avec un vermillon qui est complètement absent. Donc une anomalie des extrémités sévère à type d'ectrodactylie avec à chacune des extrémités une oligodactylie avec absence du rayon médian, 3e au niveau des mains et 2e et 3e au niveau des pieds. Et sur le plan radiologique, au niveau des mains, on retrouve qu'il y a 5 métacarpiens, mais qu'il y a une absence de phalange du 3e rayon à la main droite, 5 métacarpiens à la main gauche, mais vous voyez qu'il y a 2 segments anarchiques au niveau du 3e rayon. Et au niveau des pieds, on a bien 5 métatarsiens, mais il manque les phalanges des 2e et 3e rayons avec une duplication de la phalange terminale du 4e. Et pareil pour le pied gauche avec cette fois 4 métatarsiens sans 2e et 3e rayon. Donc une anomalie bilatérale symétrique qui évoque évidemment une cause génétique sévère. Et donc pour lui, on a trouvé, donc vous voyez ici la même image avec ici la profondeur la profondeur de séquençage et toutes les rues de séquence, et des couleurs bleues en fait qui veulent dire qu'il y a une inversion avec ici les 2 points de cassure, une inversion donc paracentrique d'environ 4 mégabases sur le bras long du chromosome 7 qui est de novo puisqu'on ne voit pas cette image chez les parents. Et il se trouve qu'un des points de cassure est proche du gène SEM1. Et le gène SEM1 fait partie de la région minimale cryptique SHFM pour Split End Foot Malformation. Il se trouve qu'on sait que dans cette région, les anomalies qui cassent, donc vous voyez, il y a plusieurs tailles d'événements de délétion ou d'inversion. Et en fonction de la taille, on a les anomalies des extrémités,
plus ou moins la surdité et des anomalies craniofaciales. Et en fait, le mécanisme, c'est que ces deux gènes-là vont être séparés des enhancers qui sont dans cette région-là. Et donc, il va y avoir des anomalies de transcription. Voilà, donc on vous a montré avec ces trois cas les avantages du génome. On peut détecter des variants de structure qu'on n'aurait pas vues ni par karyotype ni par CGH, puisque c'est des événements où il n'y a pas de perte de matériel. On a donc des variants introniques profonds, et puis évidemment c'est une étude pangénomique, donc on peut regarder tous les gènes. Et par contre, ça ne répond pas à la question systématiquement, puisqu'on a maximum 40% de rendement. Et donc il y avait un point sur lequel on voulait insister, si vous nous soumettez des dossiers, c'est les informations cliniques et radiologiques, parce que c'est indispensable pour l'interprétation des données. On a souvent des dossiers incomplets où finalement on ne peut pas faire bien notre travail, puisqu'on ne peut pas bien interpréter les variants qu'on a. Merci à tous. On a du temps vraiment pour les questions. Voilà, donc on vous invite à lever la main. Non, je voulais juste préciser que dans les équipes de Saint-Étienne et Clermont, je voulais mentionner Caroline Janel, qui à Clermont-Ferrand est aussi bien impliquée dans l'interprétation biologique, mais j'ai vu en retard un échange de mails, donc je suis désolé, c'est ma faute, je n'ai pas fait remonter la faute, désolé. Désolé Caroline. Il y a une autre question ici. Oui, bonjour. Alors moi, je voudrais revenir sur l'intervention de tout à l'heure, notamment du docteur Édouard, concernant le groupe de travail sur les médicaments, accès précoce, etc. Je voulais savoir s'il était envisageable, alors dans cette structure ou dans une autre, de faire le même type de travail, mais par rapport à des produits qui ne seraient aujourd'hui pas des DM et qui peuvent être très efficaces en accompagnement de certaines pathologies, pour justement les accompagner dans le dispositif de passage en DM au niveau du collège de l'Acnimitz. Alors, ça fait partie des objectifs, en fait, donc les dispositifs non médicaux aussi. Donc c'est vrai que là, on débute un petit peu là-dedans, mais effectivement, si vous avez des demandes particulières, ça peut s'envisager, en fait. Julien Vangils du CCMR de Bordeaux. Merci pour les résultats. Je reviens sur le PFMG MOC. Vous indiquiez 30 à 40% des résultats positifs en génome. Ma question, c'est si on cumule la stratégie panel et génome, vous avez quel rendement à l'heure actuelle? En fait, c'est une très bonne question, puisqu'on commence par le panel ciblé. Donc, fragilité osseuse, il y a un rendement de 80%. Donc, on ne réserve que les cas difficiles au plan France Métiers Génomiques, d'où le rendement de 30-40%. MOC, je pense qu'on a un rendement de l'ordre de 60%, chondrodysplasie. Et l'ICOPRO, à peu près pareil. 70. Donc en fait, il n'y a que les cas difficiles qui vont sur le plan France Métiers Génomiques, d'où le rendement de 30 à 40%. Après, à l'inverse, quand on a une vraie conviction clinique, il y a un vrai bénéfice du haut génome, c'est ce qu'on a essayé de montrer. Donc c'est vrai que la suspicion diagnostique, elle est très importante pour le rendement du haut génome. Une autre question? L'année dernière, on avait manqué de temps pour les questions. Vas-y Agnès. Sur les indications que vous avez eues pour le plan France Médecine Génomique, globalement donc, en fait, il y en a beaucoup qui sont résolus par le panel ciblé. Donc on se retrouve avec pas mal de petites tailles, avec des signes radiologiques mineurs. Et je trouve pas mal d'observations limites où en fait on a, par exemple, une déficience intellectuelle avec des signes squelettiques, en fait des tableaux atypiques pour une maladie osseuse constitutionnelle typique. Voilà. Et il y a des beaux rendements dans ces tableaux atypiques. Dans les insuffisances staturales avec signes radiologiques mineurs, on n'est pas dans des excellents rendements. Et après, l'idée quand même, c'est d'arriver à identifier des nouveaux gènes. Ça, c'est encore une autre question. On bascule sur des questions... oui. J'avais une question aussi pour les biologistes qui étaient... on s'est retrouvés... Enfin, est-ce que la nécessité de la confirmation de la pathogénicité ou de la causalité du variant, comment est-ce que vous résolvez cette question de la causalité, la confirmation fonctionnelle, la causalité du variant que vous pouvez identifier?
variant intronique, par exemple, en moins 20. Oui. Quand on a des variants introniques, on peut tenter de faire des études d'ARN. Donc, on essaie de mettre en place ça au labo. Après, pour ce qui est des variants faux sens, on a plus de difficultés. Il faut avoir des équipes de recherche qui travaillent sur ces gènes. Et puis, après, les études familiales, on essaie de faire un peu comme pour les panels quand on a des variants de signification inconnue. En fait, on est un peu limité par les moyens quand même, hein, assez rapidement. Voilà. Donc, on fait d'abord l'étude familiale. Hein, vous partez d'abord sur l'étude familiale, la ségrégation. L'ARN, donc lympho, fibro, vous êtes... Le problème, c'est qu'on a beaucoup de gènes qui ne sont pas exprimés dans le sang. Donc ça, on est un peu un problème vis-à-vis de ça. Donc on essaye dans les fibros, et puis après, on est un peu bloqué. Donc on espère que... Oui, la dernière question. Oui, Agnès, tu as tout à fait raison. L'évaluation des variants, c'est difficile. Est-ce que vous prenez en compte l'origine ethnique ? Parce qu'on a parfois des variants qui sont à des taux extrêmement faibles, à des fréquences extrêmement faibles dans certaines populations, alors que ce sont des variants sans signification pathologique. Et ma deuxième question, c'est comment peut-on expliquer le fait qu'il manque quand même beaucoup de rendus de résultats par rapport aux génomes qui sont faits. Pourquoi il y a, je n'ai pas vu les statistiques, entre 60 et 70 simplement de réponses. Voilà. Alors pour la première question, effectivement, on a une base de données, disons de population générale, on va dire, même si ce n'est pas tout à fait vrai, et toutes les ethnies ne sont pas représentées. Donc on a des problèmes quand on a des variants absents de ces bases de données, ou faut toujours interpréter effectivement par rapport à l'origine, mais ça on peut, de toute façon, quand on n'a pas les données, on ne peut pas non plus répondre à cette question. Donc c'est vraiment avec les informations cliniques et tous les autres arguments qu'on peut répondre pour ça. Et ensuite, pour le rendu, tous les dossiers qui ne sont pas rendus, c'est ça, c'était votre question. Le problème, c'est que c'est une activité qu'on a en plus de notre activité normale. Donc il faut qu'on arrive à tout faire, et on ne peut pas tout faire. Donc on a un petit peu d'aide avec des biologistes qui sont employés grâce au financement Sequoia. Mais ça ne suffit pas à couvrir tout. À Necker, on est... je ne saurais même pas vous dire combien on a de génomes à analyser, mais c'est assez impressionnant. Il a fallu qu'on se forme, il a fallu que le logiciel sur lequel on analyse soit performant, et au début, il ne l'était pas. Et puis, c'est énormément de génomes à interpréter, en plus de notre activité normale. Donc, on avance petit à petit. C'était une question qui rejoignait un petit peu celle-là, c'était comment vous aviez réussi à intégrer cette activité en plus de votre activité de panel, et est-ce que vous avez eu quand même une réduction de l'activité sur les panels? Parce que nous, on a un gros problème en fait à Montpellier de déséquilibre entre la prescription et l'interprétation, et on n'a pas beaucoup d'interprétateurs locaux, et on cherche à les convaincre un petit peu du bien fondé, hein, évidemment. Mais... Finalement, on n'a pas eu tant de diminution que ça de prescription locale. Parce qu'en plus, on reprend, finalement, il y a beaucoup de patients qu'on avait déjà fait en panel qui étaient négatifs, qui sont en génome. Et puis, on a tout le flux normal qui arrive et qui passe en panel aussi. Alors, pas tous, mais je pense qu'il y a des patients qui passent en génome, là, en première intention, qui finalement ne seraient pas passés en panel, puisque ça ne correspondait pas tout à fait à l'indication. Et comment on a réussi on a mis d'autres choses de côté. Je ne sais pas comment dire. C'est un peu compliqué, vraiment. C'est un peu compliqué à tout gérer. Est-ce que vous avez obtenu des moyens supplémentaires par la lecture? Parce que théoriquement, je sais qu'il y a un financement par lecture de génome. Est-ce que c'est comme ça qu'on a eu des PHC. Donc on a 2 PHC, mais qui travaillent sur toutes les préindications. Donc oui, pas sur moi, à 10% de l'activité peut-être. Mais oui, il a fallu négocier avec l'hôpital pour qu'il puisse... Parce que normalement, il devait nous payer a posteriori. Enfin, Sequoia devait payer l'hôpital a posteriori. Et l'argent aurait été quelque part. Donc on a réussi à négocier d'avoir plutôt des postes de PHC payés sur l'argent qui est récupéré par l'interprétation des génomes. Et je voulais juste rajouter qu'il y a effectivement eu un travail rétrospectif que Barbara a fait en reprenant tous les dossiers qui avaient un panel négatif
pour voir s'il y avait des indications à les adresser à Whole Genome. Donc ça a été un gros travail également. Et on est un peu obligé de le faire si on veut rendre un service aux patients. Du coup, ça pose la question, je pense que c'est intéressant. Peut-être qu'il faudrait que, par exemple, dans CAP, qu'on se pose la question, est-ce qu'on doit tout passer par le... Parce que nous, on passe tout par le panel d'abord. C'est plus facile. Oui, c'est plus facile, mais est-ce que... En fait, c'est des choix. Chaque patient va être interprété 2 fois, exactement. Mais donc, est-ce qu'il faut forcément avoir cette démarche-là, ou est-ce que chez nos patients, on en a qui ne devraient pas partir directement à Whole Genome? Tout dépend du rendement. En fait, quand on a un rendement, parce qu'on n'a pas eu du tout cette démarche-là. Nous, ça dépend vraiment du rendement. Voilà, en fait. Par exemple, déficience intellectuelle qui n'a aucun rapport, mais déficience intellectuelle où le rendement des panels ciblés était de l'ordre de 20-30%, il passe directement au Whole Genome. Hypopara, où le rendement est très bas, il y a une réflexion vraiment à avoir. Ça dépend du rendement. Maureen. Bien sûr. Voilà. Oui. Et puis on va évoluer au fil du temps. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse à la faveur de votre expert, où vous avez quand même un peu d'avance et on voit bien qu'il y a une différence dans les chiffres. Et que du coup, on progresse au fur et à mesure des années. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse notre stratégie sur ça, pour pas effectivement faire un double travail sur chaque patient.